Rentrons directement dans le vif du sujet. C'est quoi être un bon coup? Qui, ici, ne s'est jamais posé cette question? C'est quoi être un bon coup? Bon, moi, en tout cas, cette question, je me la suis posée. Et c'est cette question, comment être un bon coup? C'est mon besoin de m'éduquer sur le sexe qui m'ont poussé à consulter du porno gratuit sur Internet pour la première fois quand j'avais 19 ans. Dans ce porno mainstream, j'ai vu des gorges profondes, j'ai vu des levrettes énervées, et j'en suis ressortie avec des complexes supplémentaires sur mon corps. Pas assez de seins, pas assez de fesses, et des anxiétés de performance toutes neuves. Parce que je me sentais bien incapable de sucer comme ça, de baiser comme ça, à ce rythme effréné. 20 ans sont passés, j'ai 39 ans, et entre-temps, j'ai eu de longues histoires d'amour, j'ai eu des amants de passage, j'ai fait du porno avec mon corps, et j'ai dirigé des performeurs de X devant mes caméras. Et j'ai développé une opinion qui n'engage que moi, mais que je vais partager quand même avec vous, sur ce que c'est que d'être un bon coup. Mon opinion, c'est que ça repose sur 4 choses. Pas la peine de rester jusqu'à la fin de la conférence donc, pour avoir la recette. Premier ingrédient du bon coup, le consentement. Et là, je ne dis pas le consentement évidemment ou le consentement bien sûr, parce que il se trouve que le consentement, aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose d'évident. Il y a encore une femme sur 4 ou une femme sur 5 qui a vécu une agression sexuelle. Donc, le consentement. Parce que personne, qu'on soit femme ou qu'on soit homme, n'a envie de ressortir traumatisé par ce qui était censé être un moment de plaisir, un moment de partage, un moment d'échange, un moment de jeu. Deuxième ingrédient du bon coup, l'alchimie corporelle. Bon, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai l'impression quand même, de mon expérience, que c'est une réalité. Parfois, on n'y trouve rien, parfois on n'y peut rien. On trouve la personne vraiment géniale, mais son goût, son odeur ne nous revient pas, et du coup, ça ne le fait pas. Troisième ingrédient du bon coup, la curiosité. Le fait d'aller explorer la sexualité en s'éduquant, en lisant, en regardant des films, en regardant des documentaires, d'aller chercher des idées dans des petits manuels comme celui de Jouissance Club, que vous connaissez peut-être, ou sur les réseaux sociaux, où il y a plein de comptes d'éducation sexuelle féministe. Et puis ensuite, de pratiquer tout seul ou toute seule, de se concentrer sur ses sensations au lieu de se concentrer sur un écran, et de découvrir dans son intimité, dans un espace safe, ce qu'on aime ou pas. Quatrième et dernier ingrédient du bon coup, la communication. Le fait de pouvoir se parler de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, avant, pendant et après le sexe. De savoir affirmer nos goûts et aussi accueillir les préférences de notre partenaire. Alors, question rhétorique, est-ce que ce sont des choses qu'on voit beaucoup dans le porno accessible gratuitement en ligne? Merci au troisième rang, non. Dans le porno accessible gratuitement en ligne, on voit plein de choses, mais globalement, ce sont trop souvent des contenus violents et sexistes. Alors, les chiffres sont les suivants. Sur un site de type Pornhub, YouPorn, etc., 88% des scènes montrent une forme de violence physique, fessées, gifles, bifles, bâillons, etc. Et dans 95% de ces scènes de violence, ce sont les femmes qui sont agressées. Donc, on se retrouve actuellement dans une configuration où le porno est massivement consommé. Je vous redonne des chiffres. Hein. Si on additionne YouPorn, Pornhub, Xhamster et Xvideo, il y a 350 milliards de vidéos X qui sont consommées tous les ans. Enfin, c'est monumental. Et donc, dans cette configuration, les personnes de tous âges, qu'elles soient majeures ou mineures, qui sont en recherche d'informations sexuelles, se retrouvent sur ces sites confrontés à des représentations du sexe qui sont, on vient de le voir, violentes, discriminantes vis-à-vis des femmes, mais aussi discriminantes vis-à-vis des personnes racisées, des personnes grosses, des personnes handicapées, etc., etc. Bon, à ce point de mon intervention, je pourrais prendre un tournant assez classique, c'est-à-dire rejoindre le discours dominant en France et réclamer l'abolition ou la censure du porno. Alors, je vais prendre un temps pour vous parler de ce discours dominant, parce qu'en fait, on baigne tellement dedans qu'on ne le questionne même plus. Alors, ces derniers jours, justement, ça a été particulièrement notable, si vous avez écouté les infos, puisqu'est sortie l'étude Médiamétrie de l'Arcom, qui nous annonce qu'un mineur sur 3 regarde du porno au moins une fois par mois, et que la durée d'exposition au contenu porno est d'un peu plus de 50 minutes.
Bon, ce sont des chiffres qui sont en fait à peine plus faibles que chez les adultes. Alors moi j'écoute France Culture cette semaine qui aborde le sujet, ça m'intéresse, et le journaliste utilise des termes comme c'est inquiétant, c'est impressionnant, des conséquences désastreuses. Je lis Libé, et Libé titre « Un tiers des mineurs accros au porno sur Internet ». Donc en un titre, on est passé d'une consultation en ligne régulière à une addiction, qui est quand même un diagnostic médical, il faut le rappeler. Et donc en fait, il y a un glissement de langage qu'on retrouve absolument partout, et qui est assez sensationnaliste, qui est catastrophiste. Je rembobine un peu. Avant cette semaine-là, la dernière fois que le porno a saturé l'espace médiatique, c'était fin septembre 2022, lors de la sortie du rapport du Sénat sur la pornographie en ligne. Alors ce rapport, il était intitulé d'une façon très sobre « L'enfer du décor ». Voilà. Donc il listait 23 recommandations visant notamment à lutter contre la marchandisation des corps. Non, on ne parle pas de travail du sexe, là on parle de marchandisation des corps. Et ça ne s'arrête pas là, parce que le rapport demande si on peut, je cite, « continuer à tolérer l'existence d'une industrie qui génère de telles violences et maltraitances envers les femmes ». Donc là, en fait, on réclame très ouvertement l'abolition pure et simple du porno. Je rembobine encore un peu plus. La dernière fois, avant cet événement, que le porno était encore au centre des débats, c'était moins d'un an auparavant. Et c'était lors de l'affaire Pascal Opé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en décembre 2021, le journal Le Monde a consacré une grande enquête en 4 volets au réalisateur et producteur du site porno French Bukkake. Donc là, on a découvert un réseau criminel avec rabatteurs, viols, séquestration, des faits absolument horribles. Et plusieurs personnes, dont le fameux Pascal Opé et certains de ses acteurs, sont mis en examen à cette époque-là pour viol, proxénétisme, traite des êtres humains. Le Monde écrit dans son dossier que l'affaire Pascal Opé, je cite, pourrait sortir pour la première fois la pornographie du flou juridique qui l'entoure en envisageant de la traiter comme du proxénétisme. Donc le journal Le Monde avance au calme et sans plus de commentaires qu'on envisagerait de traiter la pornographie comme un délit puni de 7 ans d'emprisonnement. Bon, je ne sais pas si ce serait effectivement très malin de créer une nouvelle catégorie de criminels et de les priver de liberté, quand on sait que les chiffres de la surpopulation carcérale ne cessent de grimper. Au 1er avril, je cite juste ça comme ça, on avait un taux d'occupation de 142% en maison d'arrêt, c'est-à-dire qu'une maison d'arrêt qui peut accueillir 100 personnes en accueille actuellement 142. Les Nations Unies viennent ce 1er mai de demander à la France très formellement de mettre fin à la surpopulation carcérale, aux conditions de détention déplorables et aux violations des droits des détenus. Petite parenthèse qui me tient à cœur. Donc, vous l'aurez compris, je ne crois pas en la criminalisation. Je ne crois pas en la prohibition. Je ne crois pas non plus à la censure. Et cela pour plusieurs raisons que je vais vous énoncer. La première raison, c'est ce que cela dirait de notre société. Comment assumer, en 2023, de censurer si largement la représentation des sexualités ? La sexualité, c'est une expérience humaine qui est commune, qui est au centre de nos vies et qui participe de notre santé. C'est d'ailleurs la définition de l'OMS que je cite, « La santé sexuelle est fondamentale pour la santé et le bien-être général des personnes ». Donc, quelle société serait la nôtre si dépenser des dizaines de milliards de dollars pour représenter la violence sous toutes ses formes, que ce soit en film de guerre, en film d'apocalypse et autres blockbusters, restait un impensé, même une industrie florissante, mais que capter à l'image des sexes désirants, diffuser des images de rapports sexuels devenait un délit. Alors certes, il y a eu des affaires criminelles dans le porno français, on vient de les évoquer avec Pascal Opé, mais criminaliser la pornographie, ce serait un peu comme rendre répréhensible tout un domaine d'activité dans son ensemble. Je vous donne des exemples pour vous montrer l'absurdité du truc. Est-ce qu'on a proposé, quand on a découvert les agissements de Harvey Weinstein, de criminaliser tout le cinéma ? Est-ce qu'on a proposé, quand on a découvert le réseau de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, qui exploitaient sexuellement des mineurs en leur disant « venez nous faire des massages, vous serez super bien payés », est-ce qu'on a proposé de pénaliser les massages ?
En fait, pour punir les agissements criminels, que ce soit dans le porno, dans le massage ou dans le cinéma, il existe des lois contre l'exploitation des êtres humains, des lois contre le viol. Ce serait bien déjà de les appliquer. Seconde raison, là on rentre dans le dur. Il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que la représentation de la violence dans les contenus pornographiques ait un impact sur les violences sexistes et sexuelles. Là, j'ai lu un article d'une association qui s'appelle We Are Lovers, qui a été créée en 2018 par des jeunes qui ont souffert de l'addiction à la pornographie. Ils ont publié un bel article sur le sujet du rapport entre porno et violences sexuelles, qui dresse un état des lieux de la recherche sur le sujet. Et en fait, donc ils font un petit inventaire. Ils disent oui, il peut y avoir un lien de causalité entre la consommation de porno et la violence sexuelle, mais en fait, en fonction des études, en fonction des chercheurs, ça part dans des directions différentes. Donc il y a des études qui concluent qu'une personne qui consomme du porno sera plus encline à banaliser ou à commettre des actes de violence sexuelle. Il y a d'autres études qui disent qu'au contraire, l'accessibilité au porno tend à réduire ces actes violents. Et ces études disent que le viol, la criminalité ont diminué ces 20 dernières années, alors que la disponibilité de la pornographie a augmenté ces 20 dernières années. Il y a d'autres chercheurs qui disent il n'y a pas du tout de lien en fait, entre consommation de porno et de violence sexuelle. Il y en a d'autres qui disent ok, il y a des effets néfastes, mais c'est de courte durée. Et puis il y en a qui disent ça ajoute au risque d'agression sexuelle seulement pour les hommes déjà prédisposés à être sexuellement agressifs. Donc il n'y a pas de consensus. En fait, le consensus qui existe sur le terreau culturel qui rend possible les violences sexistes et sexuelles, c'est la norme masculine. C'est la norme masculine qui est centrée sur une vision de la sexualité comme une conquête, comme une pénétration, une prise de possession de l'autre, une appropriation de l'autre personne, qui favorise le virilisme. Et c'est ça qui va encourager la commission de violences sexistes et sexuelles. Alors une troisième raison hyper pragmatique. Censurer le porno en ligne, c'est techniquement infaisable. Donc le CSA, par exemple, a proposé un blocage DNS. C'est un truc, en fait, on installe une application sur son smartphone ou sur son portable, sur son PC. On déjoue le blocage DNS. On le déjoue encore plus facilement en téléchargeant un VPN. C'est ultra facile. Surtout pour les jeunes, les digital natives, c'est vraiment aisé. Quatrième raison. En fait, cette censure de tout ce qui est pornographique, elle est déjà en place. Et vous le vivez en fait tous les jours parce qu'elle est déjà en place sur les réseaux sociaux. Notamment, je pense à ceux du groupe Meta, Facebook, Instagram. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ça se révèle complètement contre-productif. Je vous donne donc un exemple plus précis avec Instagram. Il y a déjà une censure sur ce réseau social très poussée de tout contenu pornographique. Donc en fait, ce qu'on va appeler contenu pornographique, ça va être une catégorie de modération qui va être très vague et qui va surtout cibler le corps des femmes. Donc l'exemple le plus connu, c'est celui des tétons féminins qui sont systématiquement censurés, alors que les tétons masculins, absolument pas. Et cette censure, ce qu'elle rend difficile, c'est la circulation des contenus d'éducation sexuelle, féministe et de prévention des violences sexistes et sexuelles. Je le sais puisque moi-même j'ai un compte Instagram où je diffuse ce type de contenu et j'ai régulièrement des menaces qu'on me bloque mon compte, par Instagram, ou qu'il soit supprimé si j'ai oublié de mettre une pêche sur un téton, ou un truc comme ça, quoi. Le sociologue Florian Veros, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous recommande vraiment de le lire ou de le suivre sur Twitter, où il est très actif. C'est donc un sociologue qui étudie le porno dans un cadre universitaire depuis des années. Et il s'est entretenu avec 3 chercheurs du MIT, spécialistes des médias numériques. Et selon eux, alors là je les cite, la marginalisation de toute expression sexuelle sur les réseaux sociaux numériques témoigne d'une profonde dévalorisation de la sexualité. Donc en fait, quand on essaie de censurer les tétons, la représentation de rapports sexuels, on considère non seulement la sexualité comme risquée, comme offensante, mais aussi plus fondamentalement comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Et c'est justement ça, considérer la sexualité comme quelque chose de risqué, quelque chose qu'il faut taire parce que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas le droit d'exister, qui est le terreau des violences sexistes et sexuelles. C'est la philosophe féministe Manon Garcia, dont je vous recommande également le travail, qui a écrit un livre récemment consacré au consentement, qui s'appelle La conversation des sexes, qui, alors là je la cite, qui raconte que des études sociologiques montrent que la conception de la sexualité comme quelque chose d'intime, de privé, de possiblement dangereux ou honteux,
a pour conséquence que les gens ont tendance à peu s'interroger sur leur projet sexuel. Normal, si on me dit que c'est honteux, je vais essayer de pas trop y penser. Ils ont tendance à peu s'interroger sur leur désir, sur leur plaisir. Ce qui contribue à une forme d'obscurité à soi qui rend le consentement difficile. En fait, si je ne me connais pas, si je ne sais pas ce que j'aime et ce que je n'aime pas, comment je vais pouvoir consentir de façon éclairée ? Pour ces 4 raisons que je viens de vous énoncer, je suis intimement convaincue qu'une conversation publique et ouverte sur le sexe et sur sa représentation est absolument nécessaire pour nous aider à accéder à une sexualité débarrassée de violence, à une sexualité qui soit égalitaire et qui soit saine. Je pense que plonger le porno dans le silence et dans la honte est absolument contre-productif. Et plutôt que de croire à l'interdiction, moi je crois à l'éducation. Mon combat personnel, c'est depuis 2016 de proposer des contenus pornographiques qui proposent une culture positive, respectueuse des sexualités. Je veux, et ça c'est vraiment un truc qui est important pour moi, qu'on puisse regarder des scènes de sexe non simulées, sans éprouver de honte. Je veux qu'on n'éprouve pas de honte parce qu'on saura que ces contenus pornographiques sont en accord avec nos valeurs. On sera en accord avec ce qu'ils donnent à voir et aussi avec la façon dont ils sont produits. Je compare souvent le porno mainstream à la nourriture industrielle. Quand on aime un tout petit peu les animaux, on n'a pas trop envie de savoir comment sont élevés les cochons ou les poulets qu'on mange. Les images sont relativement insupportables. Quand on est confronté à cette connaissance, ça génère en nous de la culpabilité, de la honte et une certaine dissonance cognitive. Alors que quand on achète bio, qu'on sait que les animaux ont été élevés en plein air, qu'on achète en circuit court, donc notre argent va directement à un producteur, on est en accord avec les valeurs, enfin on a nos valeurs qui sont en accord avec ce qu'on consomme. Et en faisant ce geste engagé-là, on va transformer notre honte en fierté. Et je pense que c'est vraiment pareil avec le porno. Si on sélectionne des contenus porno qui correspondent à nos valeurs, par exemple la non-violence, le consentement, l'égalité de genre, l'égalité de façon générale entre les êtres humains, quel que soit leur sexe, leur couleur de peau, leur situation de handicap ou non, eh bien, en faisant ça, on s'affranchit de la honte. Il y a une autre dimension de la honte qui m'importe aussi assez intimement. Je trouve crucial que quand on regarde du porno, ça ne nous inspire pas une honte de notre corps, une honte de la taille de nos seins, une honte de la taille de notre pénis, une honte aussi de nos performances sexuelles. Moi-même, j'ai longtemps porté cette honte parce que je ne me retrouvais absolument pas dans ce que je voyais en ligne. Ce que je voyais en ligne, c'était des femmes qui étaient pénétrées de façon plutôt hardcore, quoi, hyper effrénée, rapide. Pour moi, c'était un acte qui me causait de la douleur. Donc j'en étais tout simplement pas capable. En plus, moi, ma sexualité perso, depuis ma jeune adolescence, c'était plutôt une stimulation externe. Ça n'impliquait pas de rentrer quoi que ce soit dans le vagin. C'était plutôt des frottements qui m'apportaient du plaisir. Ça, je ne le voyais pas du tout dans le porno. Donc je me disais, je ne dois pas être normale, apparemment. Et ce n'est pas quelque chose dont je pouvais parler facilement à qui que ce soit. Donc j'ai longtemps porté cette honte, sans savoir qu'en fait, on est 80% des femmes qui ne pouvons pas jouir s'il n'y a qu'une pénétration. En fait, juste la pénétration, 8 femmes sur 10 ne vont pas jouir. Il y a besoin de stimuler le clitoris. C'est comme ça. Mais en fait, dans le milieu du porno, moi, je l'ai vu en tant que réalisatrice, pour pouvoir dire qu'on tourne une scène de sexe, il faut qu'il y ait pénétration, soit du vagin, soit de l'anus. Quand je faisais un film pour Canal+, j'avais un contrat, il fallait que dans mon long métrage, il y ait 5 scènes de sexe. Si c'était par exemple un cuni, ou si c'était une scène de masturbation, non, c'est pas une scène de sexe. Donc, je sais pas comment vous définissez. Bon. Mais donc, en tout cas, c'était pas une scène de sexe. Et en fait, quand on regarde un petit peu les contenus sur les sites porno, la pénétration, c'est vraiment, on ne jure que par ça. C'est-à-dire que non seulement il y a forcément de la pénétration, mais en plus, on la multiplie. C'est-à-dire que, avant, c'était double pénétration, il y a aussi triple pénétration, il y a aussi double anal couplé avec la double vaginale. Enfin, c'est comme si on n'en avait jamais assez. Plus ça pénètre, mieux c'est.
Et du coup, je me pose la question, et le clitoris, enfin voilà, j'ai pas vu une seule vidéo qui propose un triple cuni. Bon, moi, ma conviction, c'est que je crois qu'il est possible de produire du feel-good porn, c'est-à-dire du porno qui va nous faire nous sentir bien pendant qu'on le visionne et après l'avoir visionné. Du porno qu'on peut assumer d'avoir consommé vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. Moi, je rêve qu'on puisse dire, vous avez forcément des amis avec qui vous parlez de sexe, et qu'on puisse dire à ses amis, putain, j'ai regardé un super porno, je te le conseille, j'ai appris plein de trucs, il y avait ce truc-là qui était intéressant, que ce soit un truc socialement acceptable. Et je pense que ça peut vraiment l'être si c'est un contenu qui est en accord avec nos valeurs. Et je pense aussi que ça peut être un porno dont on est fier et non pas honteux si c'est du porno éducatif. Alors oui, je dis le mot éducatif. Et je veux vous raconter une anecdote personnelle sur comment le porno a pu être éducatif pour moi. Alors je ne parle pas du porno mainstream que je regardais à 19 ans, et dont je vous parlais au début de cette intervention, mais plutôt de porno engagé et de porno alternatif. Alors en 2016, j'ai 33 ans, et je découvre un peu par hasard la féministe américaine qui s'appelle Annie Sprinkle, qui est travailleuse du sexe, qui est pornographe et qui écrit cette phrase « La réponse au mauvais porno n'est pas de porno, mais faire du meilleur porno ». Je me sens hyper inspirée. Moi, je réalise déjà des clips et je me dis « Ok, j'accepte cette mission. Je vais essayer de contribuer à faire du meilleur porno avec ma vision de femme. » Alors, je prends une décision qui peut... je vous la raconte. Je prends la décision que je vais commencer par, moi, tourner dans un porno avec mon corps. Et je fais ça pour deux raisons principales. La première, c'est que comme vraiment j'ai envie de me battre contre le fait qu'on dise qu'une... En fait, vraiment, la honte, elle est très forte dans mon parcours. Je veux me battre contre le fait qu'on dise qu'une femme qui a du désir, qui a envie d'avoir des amants, est une salope. Parce que moi, c'est un truc que j'ai vécu depuis mes 13 ans, en gros. Donc, je veux montrer que la sexualité, quand on est une femme, c'est un truc dont on peut être fière et non pas honteuse. Et je me dis, bon, si je fais du porno et que je suis derrière ma caméra et que je dis aux autres femmes, en gros, allez-y, passez devant, mais franchement, il n'y a pas de honte. Moi, je reste là, mais allez-y, franchement, c'est cool, vous pouvez être fiers. C'est pas très honnête. Pour moi, autant que je montre avec mon corps que j'y crois tellement que je peux en être fière que voilà, j'y vais, je le fais, je me mets à poil sur Internet, j'y serai pour toujours. Voilà, je suis en accord avec ça. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je décide de tourner avec mon corps dans un porno. La deuxième raison, c'est que j'ai réalisé des clips, des petites pubs et tout. Donc là, pour diriger les acteurs, oui, est-ce que tu peux me jouer ça un peu plus en colère, voilà. Mais alors je me dis, je vais avoir des personnes qui vont avoir un rapport sexuel. Bon, qu'est-ce que je leur dis ? C'est compliqué. J'avais beaucoup de mal à me connecter à ce qu'ils pouvaient vivre. Donc je me dis, bon, c'est pas plus mal que moi-même, je me mette dans la peau de quelqu'un qui a un rapport sexuel devant une caméra. Donc je choisis de tourner ma première scène porno avec une réalisatrice berlinoise qui s'appelle Lucie. Et puis, une semaine avant que je tourne mon premier porno, elle m'invite à rencontrer mon co-performeur, qui s'appelle Siegfried. Et donc, on est chez elle, on boit un petit thé tous les trois. Et là, Siegfried me demande, alors, c'est quoi tes limites ? Moi, à ce moment-là, donc j'ai 33 ans, je n'ai absolument aucune idée de ce que sont mes limites. En fait, j'ai jamais réfléchi à ce que j'aimais bien ou ce que j'aimais pas dans le sexe. En fait, j'ai passé, pas 33 ans, allez, on va dire 20, à essayer à me dire comment je peux être un bon coup. Pas, qu'est-ce que j'aime moi, de quoi j'ai envie. Donc en fait, je reçois ma première leçon d'éducation sexuelle de la part du porno alternatif. Et cette leçon, c'est important de se connaître. C'est important de s'écouter. C'est important de pouvoir verbaliser ses oui et ses non, ses limites et ses préférences. Bon, le tournage se passe très bien. Hein, j'ai fini par réussir. Enfin, on a trouvé une idée qui nous plaisait bien à tous les deux. Voilà, c'était super. Quelques mois passent et puis je réalise mon premier court-métrage pornographique. Donc là, je décide que je vais être à la fois derrière la caméra et devant. Donc c'est un peu un challenge, hein, mais voilà. J'ai des grandes ambitions pour ce premier court-métrage que je réalise. Je veux évidemment que ce soit du porno éthique, où on discute de tout est consenti. Voilà, je veux que ce soit exemplaire. Donc je vais être l'actrice principale. Et j'ai un co-performeur qui est de nouveau le Siegfried avec qui j'ai tourné mon premier film. Comme ça, on se connaît déjà. Je me dis, ça facilite la communication. Alors je vous raconte le début du film.
C'est un truc que je fantasmais depuis assez longtemps. Parce qu'il faut savoir que j'ai passé mon permis moto, j'avais 21-22 ans. Et j'étais hyper fière, quoi. Et en fait, quand j'avais un mec ou autre, quoi, il voulait jamais monter derrière moi. C'était, du genre, ça faisait con d'être un mec derrière une fille sur la moto, quoi. Donc j'étais hyper frustrée de ça. Et je me dis, mon premier court-métrage pornographique, il va y avoir un mec derrière moi, et en plus il va être à poil. Donc, donc je vous raconte le truc. En gros, le scénario de dingue que j'arrive à voilà, que j'écris, c'est je rentre tranquillement de soirée dans Berlin, le soleil se lève et tout, et sur le bord de la route, il y a un gars qui fait du stop, hyper mignon. Donc je m'arrête avec ma moto et on se comprend en un regard. Bon là, voilà, j'étais un peu... Bon bref, on y reviendra sur ce truc de pas vraiment communiquer, mais on se comprend en un regard et en fait, il enlève tous ses vêtements et il monte derrière moi à poil et voilà, je le ramène. Donc j'étais très contente de mon idée et puis voilà, il y avait quand même à poil dans la rue, donc on se lève hyper tôt. En fait, on se lève à 3h du matin, parce qu'à Berlin, la lumière se lève, le soleil se lève très tôt. Et on se lève à 3h du matin pour pouvoir tourner dans les rues sans qu'il y ait encore trop de piétons, trop de voitures, etc. Mais on n'a pas de bol, parce que ce jour-là, on a plein de soucis techniques. Et en fait, on prend un retard de dingue, ce qui est assez classique sur un tournage. Mais là, on prend un retard de dingue. Et en fait, le moment où on doit finalement tourner la scène où il se fout à poil et il monte derrière moi, il est 7-8 heures du matin. Donc en fait, il y a le trafic des gens qui vont au boulot, voilà, autour de nous. Voilà, donc on tourne la scène, on boucle le film, tout va bien, le film sort dans des festivals, voilà, tout va bien, quoi. Et un an plus tard, moi je recontacte Siegfried, parce que j'ai une nouvelle idée, qui est une idée d'une orgie avec 9 performeurs et tout, voilà, je veux qu'il y participe. Et là, il me répond que non, absolument pas, alors là, vraiment non, qu'il ne retournera jamais avec moi. Et en fait, il m'explique que son consentement n'a pas été respecté par moi lors du tournage de cette scène à moto. Parce que Siegfried, il était d'accord pour tourner à poil dans la rue, mais il avait bien mentionné qu'il ne voulait pas qu'il y ait de monde autour. Il voulait que ce soit dans un contexte où il y aurait pas trop de gens qui le regarderaient. Et en fait, quand on a tourné la scène, moi j'ai bien vu, je savais qu'il ne voulait pas qu'il y ait trop de monde autour, j'ai vu qu'il y avait du monde autour, il était derrière moi, et je me suis dit, bon, il dit rien, c'est que ça doit être OK. En fait, je me dis, il est assez grand pour me dire si ça va pas. Je pars de ce principe-là. Ce qui fait que là, je reçois une seconde leçon cuisante, mais ô combien importante, du porno alternatif, qui est la suivante. J'étais en position de décideuse sur ce tournage, j'étais réalisatrice. Donc c'était ma responsabilité d'aller régulièrement demander à Siegfried comment il se sentait, si la situation était OK pour lui. Voilà, j'ai pris en l'espace de quelques mois, le courant de l'été 2016, des leçons sur la sexualité et sur le consentement, que j'avais absolument pas apprises, que ce soit avec mes partenaires sexuels ou dans les livres que je lisais frénétiquement. J'avais plein de petits bouquins sur le sexe depuis mes 17 ans. Voilà, j'avais pas appris ça. J'ai voulu être passeuse de ce que j'avais appris. J'ai voulu transmettre. Et c'est pour ça que tout mon travail de production pornographique se veut éducatif. Donc que ce soit dans mes films, mes podcasts, mes livres, j'essaie de proposer une éducation sexuelle, non même, je propose une éducation sexuelle destinée aux adultes. Alors, ce que je montre, c'est des partenaires sexuels qui se parlent avant, pendant, après le sexe, qui s'assurent de leur consentement respectif. Je montre des pratiques sexuelles qu'on ne voit pas assez dans le porno mainstream et que j'appelle des pratiques clitocentrées, donc centrées sur le clitoris, qui passent beaucoup par la stimulation externe, qui est ce qui procure le plus de plaisir aux filles, aux femmes. Je montre des vrais cunis. Je montre des rapports qui n'aboutissent pas à l'orgasme et qui sont quand même très jouissifs et très satisfaisants. Et c'est pas parce que c'est éducatif que c'est pas excitant. Et j'en veux pour preuve, on a lancé un podcast qui s'appelle Vox, V-O-X-X-X. On a 200 épisodes maintenant dessus. Et on a 25 millions d'écoutes. C'est énorme. On reçoit beaucoup de messages de nos auditeurs et de nos auditrices. Et en fait, les messages qu'on reçoit, c'est pas « Oh, j'ai tellement appris ». C'est
waouh, voilà, c'était chaud, j'ai bien joui, merci. Enfin, en fait, les gens partagent plutôt avec nous le fait que c'était un contenu qui était excitant, mais excitant et safe. En fait, souvent, on nous dit, je sais que je ne vais pas être choqué par ce que je vais entendre, versus une navigation sur un contenu, sur une plateforme de porno gratuit, où on peut tomber sur une image qui va nous choquer. J'ai eu la chance de bénéficier d'une exposition médiatique en France qui m'a permis de défendre mon approche d'un porno éducatif. Et ça m'a permis de clamer haut et fort qu'il peut exister une façon de représenter le sexe qui soit plus responsable, plus sensible, plus égalitaire. Un jour, j'étais invitée sur France Inter au débat de midi, et en face de moi, il y a une féministe qui défend une position abolitionniste du porno. Je suis toute jeune à l'époque, enfin, je suis toute jeune comme Olympe de G. Je ne suis pas encore très rodée à tout ce qui est média. Et c'est une grosse émission en direct, enfin, je suis très impressionnée. Donc je raconte ma démarche timidement, et sa réponse ne se fait pas attendre. Elle me dit 2 trucs qui me marquent. Bon, il y avait d'autres phrases entre, mais les 2 trucs qui m'ont marqué, c'est le porno, c'est du viol tarifé. Et ensuite, vous êtes l'arbre qui cache la forêt. Alors, du viol tarifé. À l'époque, moi, cette expression, elle me cloue le bec. Parce qu'en fait, cette personne, ce qu'elle est en train de me dire, c'est que quand j'étais performeur, sans le savoir, j'ai donc été violée. Donc c'est encore un de ces glissements de langage dont je vous parlais un petit peu avant, qui pour moi est particulièrement difficile à entendre parce que ça retire aux femmes leur agentivité. C'est-à-dire que c'est comme si moi, j'étais pas en mesure en fait, de décider que si je fais du porno, c'est parce que je l'ai décidé, que si je dis que j'ai consenti, j'ai vraiment consenti. Et selon moi, quand on dit qu'une femme ne peut pas décider par elle-même de ce qu'elle fait de son corps, c'est plus un discours paternaliste qu'un discours féministe. Mais voilà. Le deuxième argument qu'elle soulève pour interdire le porno, je trouve qu'il mérite plus qu'on s'y attarde. Quand elle me reproche d'être l'arbre qui cache la forêt, ce qu'elle signifie, c'est que quand on donne de la visibilité médiatique à quelqu'un comme moi, ça fait croire que, plus largement, le porno peut être vertueux. Alors que nous, en fait, dans les faits, les productrices de porno alternatif, féministes, éthiques, on est ultra minoritaires. Et c'est vrai. Moi ou Ovidie, quand elle faisait encore des films porno, Erika Lust aujourd'hui, on est ultra minoritaire dans ce qu'on produit par rapport aux 350 milliards de vidéos annuelles des sites mainstream. Mais notre existence et puis les soutiens que nous recevons, l'écoute dont nous bénéficions, comme ici ce soir, ça rappelle 2 choses importantes. La première, c'est qu'il est possible de représenter le sexe de façon vertueuse et égalitaire. Et la deuxième, c'est que quand on nous donne une tribune, on a des propositions concrètes pour changer l'industrie du porno. Voici les miennes. Moi, je suis convaincue que les diffuseurs français de porno ont le pouvoir de changer leur industrie. Canal+ a réussi à imposer, c'est assez mal connu, mais a réussi à imposer dans le X français le port du préservatif. En fait, ils ont tout simplement dit du jour au lendemain, les gars, en fait, on n'achète plus, on diffuse plus les films où on voit pas qu'il y a une capote qui est utilisée. Donc voilà, radical. Tous les producteurs français de X se sont mis au diapason. Donc maintenant, dans le X français, il y a des capotes. Sachant que c'est le plus gros diffuseur. Hein. Je pense que, partant de ce constat, on peut aller plus loin. Donc moi, mon idée, hein, je pense qu'ils ne seront pas parmi nous ce soir, mais c'est d'en appeler à Dorcel, Jackie et Michel, Union et Canal+, pour qu'ils se rassemblent et qu'ils signent une charte commune. Et qu'en fait, les producteurs de X qui ne respectent pas cette charte soient juste pas diffusés sur leur plateforme. Donc voilà des idées de ce qu'il pourrait y avoir dans cette charte. Je l'ai écrit du point de vue de performeur parce que je me suis vraiment basée sur mon expérience à moi de performeur. Je ne peux consentir à tourner une scène intime qu'après avoir rencontré mon ou ma coperformeur. Donc il faut savoir que dans le X, très souvent, il y a des changements de partenaires de dernière minute. Voilà. Non, une rencontre sexuelle, ça se prépare. Le porno est une fiction sexuelle. Et comme toute fiction, elle doit être scriptée. Il faut qu'il y ait un scénario. Et ce scénario doit être précis. Donc moi, en fait, quand je reçois un script de porno, je dois pouvoir lire quel geste je suis supposé recevoir et donner pour pouvoir consentir. Parce que, et là, vous baisez, c'est quand même pas très précis. Les discussions autour du consentement doivent être encadrées par un protocole. Et là, je me rappelle de quand Siegfried m'a demandé c'est quoi tes limites. Moi, j'étais comme 2 ronds de flanc. Et je me dis que si moi, j'étais comme 2 ronds de flanc, il est possible que plein d'autres personnes soient comme 2 ronds de flanc. Et c'est aux personnes qui tournent du porno de s'intéresser à comment je peux les guider pour savoir ce qu'elles aiment ou pas.
Donc, par exemple, on peut utiliser des questionnaires. Dans le milieu du BDSM, on utilise beaucoup de questionnaires avec, par exemple, est-ce que donner, enfin, les fessées, est-ce que c'est OK? Alors, est-ce que donner une fessée, c'est OK? Est-ce que recevoir une fessée, c'est OK? Une fessée intense, etc. Ultra précis. Il est aussi crucial que les performeurs puissent retirer leur consentement à tout moment. Alors, on pourrait se demander pourquoi quelqu'un qui a consenti à tourner, qui est venu sur le tournage pour faire un porno, retire son consentement. Il y a plein de raisons. La condition physique peut avoir changé. Je sais pas, un truc que j'ai déjà vu sur un tournage, des douleurs de règles. Voilà, enfin, je me sens pas bien. Ou alors, anxiété. Je suis quelqu'un qui a un profil anxieux. Là, tout d'un coup, je le sens plus. Et pour que ces personnes qui ne se sentent plus d'avoir un rapport sexuel ne se forcent pas, il y a quelque chose qui pourrait être vachement bien, ce serait de payer ces personnes avant la scène. Comme ça, il n'y a pas de contrainte en se disant « Ah ouais, mais du coup, je ne vais pas être payé, donc j'y vais quand même. » Voilà. Ça, c'est un truc qui avait vachement fait réagir Canal+. C'était là, non, mais là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, à tous les abus. Franchement, j'y crois pas du tout. Vraiment, je pense que les gens qui sont dans ce métier, ils ont envie de continuer à tourner. Et justement, enfin, je pense que ce serait vraiment quelque chose qui serait utilisé... quand c'est en dernier recours, quoi, quand vraiment les gens le sentent pas. Autre proposition, utiliser sur les tournages une coordinatrice d'intimité. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait lors de mon dernier film. La coordinatrice d'intimité, c'est une personne ressource pour les performeurs qui sait exactement leurs limites, ce qui a été convenu dans le scénario, et qui observe le tout pendant le tournage, la scène de sexe, et si elle a le moindre doute sur le bien-être d'un ou des performeurs, ou si elle voit qu'une limite dans le feu de l'action est dépassée, elle interrompt, elle a le pouvoir de dire stop, couper, on arrête là, on fait une pause, on check, est-ce que ça va, comment vous vous sentez, etc. Donc ça, c'est sur la manière dont le porno est fait. Sur ce que le porno donne à voir, idem, au lieu de censurer, on pourrait plutôt essayer d'encourager une évolution positive des contenus pornographiques. Là aussi, Canal+ a été pionnier. Ils ont créé une charte qui indique par exemple que l'acte sexuel ne doit pas être effectué sous la contrainte, donc on ne peut pas représenter de viol, ou encore que l'image de la femme ne doit pas être dégradée. Donc c'est des formulations très vagues et un peu ringardes, mais qui ont quand même le mérite d'exister dans cette industrie, c'est assez rare. Pourtant, en fait, il y a encore plein d'obstacles, et notamment dans la façon dont pensent et réfléchissent les personnes qui travaillent dans le X. J'entends beaucoup, même des personnes militantes engagées, dire pour moi, le porno n'a certainement pas une mission éducative. La mission du porno, c'est d'être du divertissement pour adultes. Mais moi, je pose quand même une question, c'est pourquoi est-ce que le divertissement pour adultes serait le seul divertissement à s'affranchir de toute morale ? Alors ça peut sembler être un mot chargé, moral, mais je l'emploie au sens moral de l'histoire. Et quand on fait un film, ou quand on écrit un livre, quand on fait une pièce de théâtre ou quoi que ce soit, il y a toujours une morale à l'histoire. Et en fait, je connais que l'industrie du porno, où il y a 88% de contenus qui sont violents et sexistes. Quand on va voir un blockbuster au cinéma, il y a un gentil qui gagne, il y a l'amour qui triomphe bien souvent. Plus c'est des gros budgets, plus il y a cette espèce de morale-là. Dans les séries, on va réfléchir aux problèmes de la jeunesse, des communautés LGBTQIA+. On va peut-être dépeindre des situations difficiles, mais au final, on va essayer de faire passer des messages positifs qui vont dans le sens des droits humains, au moins. Alors pourquoi le porno s'affranchirait de cette ambition-là, d'être une histoire qui a une morale ? Et pourquoi il ne pourrait pas avoir une ambition qui soit aussi éducative, donc divertissante et éducative, puisqu'on sait que les faits sont là. C'est sur les sites porno qu'on va naturellement pour chercher des informations sexuelles. Donc je vous donne un autre exemple. Je vous parlais tout à l'heure de ce film, cette orgie avec 9 performeurs. Et en fait, il y a la scène d'orgie, elle est bien dans le film, mais il y a une espèce de prélude au film où on voit les performeurs discuter entre elles et eux de leurs limites, justement, de ce qu'ils ont envie de faire, etc. Bon, alors là, ils sont 9, donc c'est un peu compliqué pour chacun de mémoriser le truc de tout le monde. Donc en fait, la conclusion à laquelle ils arrivent, c'est on se demande avant de faire dans l'action, ce qui est exactement la leçon du consentement, en fait. Avant de faire, tu annonces ou tu demandes, voilà. Et il y a aussi, en fait, parmi ce casting de performeurs, 2 personnes trans. Et il et elle expliquent qu'ils ont une sexualité qui ne passe pas par la génitalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie qu'on touche leur sexe. En fait, ils ont plutôt, il y en a un qui a des orgasmes mammaires. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend. Moi, franchement, avant que ces personnes-là me parlent d'orgasmes non génitaux, je n'avais aucune idée que c'était possible.
C'est un truc d'ailleurs que j'ai retrouvé en travaillant avec un autre acteur sur mon long métrage, un acteur paraplégique qui m'a expliqué que lui, son truc, c'était l'oreille, qu'il avait des orgasmes de tout le corps via la stimulation de son lobe d'oreille. Et du coup, on l'a intégré dans le scénario parce que je trouvais ça... Enfin voilà, je disais, je savais pas du tout. C'est quand même dingue que je ne sois pas au courant de ça. Donc voilà. Donc je suis vraiment convaincue du fait que le porno a la responsabilité d'apporter des éléments d'éducation sexuelle positive aux adultes. Mais je suis aussi convaincue que l'éducation sexuelle des mineurs doit aborder le sujet de l'exposition au porno. Et cela dès le plus jeune âge. Alors là, ce sont des chiffres qui peuvent être inconfortables. L'âge moyen de la découverte du porno est descendu à 9 ans, depuis la démocratisation du smartphone. Et une fois sur deux, c'est pas que l'enfant a juste tapé sexe sur un smartphone qui était à sa disposition, c'est une exposition qu'on qualifie d'accidentelle, par exemple un pop-up dans un jeu vidéo, ou c'est une exposition qui est non consentie, donc un copain ou la fratrie qui fait « Ah, regarde », voilà. Et là, je suis allée voir un petit peu, moi je n'ai pas d'enfant, voilà, je me demandais un petit peu quelles sont les conséquences en fait, d'être exposé à un jeune âge à la pornographie. Moi, pour ma génération, c'était pas un problème existant. Et en fait, j'ai lu donc, un professeur en pédopsychiatrie qui s'appelle Philippe Duverger, qui est au CHU d'Angers, et il explique que les conséquences de ces expositions trop précoces à du porno sont que l'enfant se trouve dans une situation de sidération et parfois de fascination. L'enfant est dans l'incompréhension, il n'a pas la capacité de décoder ces images, il n'a pas la capacité de les analyser, et il se trouve au contact d'un réel qui n'a pas de sens pour lui. Et c'est ça qui peut créer un traumatisme. Donc il dit, l'image reste gravée dans l'imaginaire de l'enfant, ça peut provoquer des symptômes comme des troubles du sommeil, des modifications de comportement, par exemple une apathie, ou alors au contraire une surexcitation. Mais en fait, ce qui est important là, c'est pas de se borner à ça et se faire « oh là là ». Enfin, en fait, c'est là encore la vision catastrophiste ne sert à rien parce que ce qu'il ajoute de super intéressant, ce pédopsychiatre, c'est qu'en fait un traumatisme, qu'est-ce que c'est? C'est la conséquence d'un événement qu'on ne parvient pas à verbaliser, qu'on ne parvient pas à partager. Et donc, en fait, les clés pour prévenir les traumas on les a, c'est la parole, c'est l'échange. Et c'est pour ça qu'il est primordial vraiment de parler de porno à tous les enfants. Dès le plus jeune âge, donc on va, je sais pas, après chacun est juge, mais s'ils sont exposés à 9 ans en moyenne, peut-être on peut commencer dès 8-9 ans. Et donc il est primordial de leur parler d'une façon adaptée, d'ouvrir le dialogue en amont, de les prévenir que les images peuvent être violentes, peuvent être dérangeantes. Alors quand on est parent, c'est pas une conversation super facile à avoir avec son enfant, d'autant plus que comme nous, de notre génération, c'était pas un problème encore l'exposition au porno, donc on n'a pas eu de conversation avec nos propres parents là-dessus, donc on est un peu comme des poules devant des couteaux. Et heureusement, des féministes qui ont aussi des enfants, contrairement à moi, publient des contenus hyper bien faits. Là, je vais vous parler de Charline du compte Orgasme et moi, qui a publié un super livre sur le sujet qui s'appelle « Corps, amour et sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser ». Et là, elle explique que les parents ont plein de peur à l'idée de parler sexualité avec leur enfant. Donc, par exemple, une peur très commune chez les parents, c'est « si je parle de sexualité à mon enfant », ou de porno, il ou elle va avoir envie d'essayer. Et elle rapporte qu'en fait, il y a des dizaines d'études scientifiques qui ont été menées partout dans le monde qui prouvent que plus les parents parlent de sexualité avec leur enfant, plus l'âge du premier rapport est tardif. Et non seulement ça, mais aussi moins les enfants, lorsqu'ils ont leur premier rapport ou après dans leur vie sexuelle, sont exposés aux infections et aux maladies sexuellement transmissibles, sont exposés aux grossesses précoces non désirées, sont exposés aux agressions sexuelles. En fait, quand on parle aux enfants d'un sujet, ils sont moins tentés d'aller découvrir tout seuls ou sur Internet ou au travers de conduites à risque. Donc là, je la cite, elle écrit « Le meilleur moyen pour éviter qu'un enfant ne recherche sciemment des informations sur Internet, entre parenthèses, si il ou elle tape sexe, je vous laisse deviner sur quel genre de site il ou elle va tomber. Ce meilleur moyen, donc, c'est d'avoir des discussions saines et intelligentes avec votre enfant sur la sexualité. Cela vous positionne ainsi comme l'adulte de confiance à qui l'enfant peut poser ses questions sur le sujet. » Bon, il y a le rôle des parents, il y a aussi le rôle de l'école. Alors, les établissements scolaires ont en principe l'obligation d'organiser 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle. Bon, on le sait, c'est très peu appliqué, à tel point que le 2 mars dernier, il y a eu SOS Homophobie, le planning familial et le SIDAction qui ont poursuivi l'État en justice pour le contraindre à respecter la mise en œuvre de ces séances. Alors, je vais être optimiste et imaginer que bientôt la loi sera enfin appliquée. Du coup, je me suis demandé comment on pourrait profiter de ces séances d'éducation à la vie affective et sexuelle pour aborder le sujet du porno.
Ben, la réponse est en fait assez simple, hein, on l'a déjà vu avec les parents, parole, échange comme étant la clé, bien, en ouvrant en classe un espace d'échange. Qu'est-ce que ça fait de voir toujours les mêmes corps dans le X? Qu'est-ce que ça fait de voir des pratiques sexuelles qui sont des pratiques hyper exagérées? Quelles sont les questions que ça fait émerger chez vous? Il y a Erika Lust, qui est une pornographe féministe connue, qui a lancé un projet qui s'appelle The Porn Conversation, qui est réalisé en collaboration avec une éducatrice et une sexologue. Et ensemble, elles proposent une éducation qui croise éducation à la sexualité et éducation aux médias. Alors, on parle beaucoup d'éducation à la sexualité, je trouve qu'on ne parle pas assez d'éducation aux médias. Et pour moi, ça me semble vraiment être une clé hyper importante. En fait, souvent, quand on se dit « OK, il faut parler aux jeunes de porno », on prend les choses de façon hyper simpliste. Souvent, on se dit « Ah, mais moi, en tant qu'adulte, je vais aller expliquer aux ados qu'en fait, le porno, c'est pas comme le sexe dans la vraie vie. » Alors, il se trouve qu'en fait, la plupart des ados sont pas cons et ont tout à fait conscience que, en fait, dans le porno, ce qu'on voit, c'est des acteurs et des actrices qui sont des professionnels et qui sont en train de performer, de faire du spectacle. Et donc, je me dis, ce qu'on pourrait leur apporter de plus intéressant que voilà, le vrai sexe, c'est pas comme dans le porno. Eh ben, on pourrait les éduquer sur ce qu'est l'économie de l'attention et leur apprendre à interroger ce à quoi ils et elles accordent leur attention. Donc je vous donne des exemples de questions à poser, à se poser. Comment cette vidéo a-t-elle attiré mon attention? Par qui cette vidéo est-elle faite? Dans quelles conditions? Dans quel but? Ce but est-il d'obtenir du profit ou du pouvoir? Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par cette vidéo? De quel point de vue sont créées ces images? Quelle est la vision du monde que ces images reflètent? Qu'est-ce que ce contenu me fait ressentir? Et qu'est-ce qu'il peut faire ressentir à d'autres personnes différentes de moi qui vont voir cette vidéo? Si on l'applique au porno, l'éducation aux médias pourrait apprendre aux adultes comme aux ados à se poser ces questions. Le porno que je regarde correspond-il à mes valeurs personnelles? Est-ce qu'il représente mes désirs de façon positive pour moi et les autres personnes représentées? Quelles sont les catégories de porno qui m'intéressent? Quels sont les messages qu'elles véhiculent? Est-ce que les femmes sont plutôt actives ou est-ce qu'elles sont plutôt utilisées dans le porno que je regarde? Est-ce que ce porno comporte des stéréotypes de genre, de race ou de classe? Et puis on peut aussi inviter des notions d'éducation sexuelle. Donc voici quelques autres questions que l'on peut apprendre à se poser ou à poser aux autres. Est-ce que le consentement et la communication entre partenaires sont représentés, soit dans la vidéo, soit dans un making-of de la vidéo? Est-ce que le sexe doit vraiment inclure une pénétration et un orgasme pour être du sexe? Est-ce qu'un corps doit correspondre à des standards fermés pour être digne de plaisir et d'amour? Bon, en attendant que ces conversations soient possibles enfin en famille et en classe, je pense que ce qu'on peut faire, c'est essayer d'encourager beaucoup plus activement les initiatives d'éducation sexuelle positive. Par exemple, il y a Camille Aumont-Carnel du compte Instagram Je m'emballe clito, que vous connaissez peut-être, elle est très populaire, qui a sorti un livre qui s'appelle Ado Sexo, qui est super. Dedans, elle consacre tout un chapitre au porno. Elle liste avec beaucoup d'humour 11 pratiques complètement banales dans le porno mainstream et complètement no way dans la vraie vie. Par exemple, le crachat, elle dit mettez des bavoirs, voilà. La bifle, qui est selon elle zéro excitante et complètement ridicule. Elle note qu'on voit beaucoup plus de sodomie que de baisers, enfin même voilà. Et je me dis, pourquoi on ne proposerait pas à des personnes comme Charline, d'Orgasme et moi, ou Camille Aumont-Carnel, de réaliser une série, des podcasts, ou bien un manuel qu'on distribuerait dans tous les établissements scolaires, puisqu'on ne peut pas trouver de gens pour former, pour venir en classe, proposons des supports. Produire un podcast, j'en ai fait pas mal, et ben ça prend du temps, mais pas beaucoup d'argent, et au moins on aurait voilà, un contenu d'éducation sexuelle digne de ce nom. Et puis qu'on pourrait voilà, faire écouter partout. Et puis, deuxième volet des solutions que vers lesquelles j'espère qu'on se dirigera, encourager la création de contenus sexuellement explicites qui soient éducatifs, féministes, artistiques. La Suède l'a fait en appuyant financièrement le travail d'une réalisatrice, Mia Enberg. En France, je peux en témoigner, quand on réalise même une fiction, quand il y a des scènes de sexe non simulées, on ne peut pas du tout s'inscrire dans le parcours traditionnel des jeunes cinéastes. On ne peut pas demander d'aide à l'écriture auprès du CNC. Ça va être compliqué aussi d'aller demander l'aide du département ou de la région. Donc, du coup, on est un peu avec son clito et son couteau. Et pourtant, quel dommage, parce qu'il y a toute une culture du consentement à déployer à l'image. Moi, je rêve de films dans lesquels on pourrait montrer que le fantasme ultime, c'est pas d'espérer posséder quelqu'un, mais c'est plutôt de comprendre son corps.
J'aimerais bien qu'on puisse faire des films où on montre que le désir, c'est pas une envie de s'approprier l'autre, mais c'est plutôt une curiosité intense, une vraie envie de savoir ce qui fait du bien à cette personne. Bref, je rêve de films, de porno, qui enfin érotisent l'égalité, pour reprendre la jolie expression de la féministe américaine Gloria Steinem. Et j'ai fini. Merci beaucoup.